On s'intéresse ici à l'étude cinématique du coupe-tube. Donc comme on a pu le faire pour d'autres systèmes, on va dérouler toujours la même méthodologie. Donc à savoir analyse du système ou du mécanisme, ensuite identification des pièces déformables, puis on passe à la détermination des classes d'équivalence, on se pose la question des liaisons mises en jeu, puis on réalise le graphe des liaisons, et enfin on fait le tracé cinématique du schéma cinématique. Donc l'analyse du système ici, donc on a un coupe-tube, c'est un outil qui permet de faire des découpes, comme son nom l'indique, sur des tubes. Comment ça fonctionne? On vient insérer un tube ici là entre le porte-galet et la roulette. On vient serrer le porte-galet au tube en exerçant un mouvement de rotation. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire tourner l'ensemble du coupe-tube autour du tube, et la pression puis la roulette vont avoir un effet de cisaillement. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir passer à la deuxième étape, à savoir l'étude des pièces déformables. Donc ici on cherche comme toujours des pièces qui ont les propriétés de se déformer et que la déformation a un but mécanique. On ne cherche pas, on est dans l'hypothèse toujours que ce sont des solides indéformables, même si on sait que les objets se déforment notamment avec la température. Mais ici, nous, en études cymatiques, on fait l'hypothèse de solides indéformables, à part les ressorts, les courroies et quelques autres exemples. Donc dans notre système, on n'en a pas. On n'a pas de pièces déformables. Donc on peut passer tout de suite à la détermination des classes d'équivalence. Je rappelle qu'une classe d'équivalence, c'est un groupe de pièces qui n'ont aucun mouvement relatif entre elles, c'est-à-dire qui sont solidaires les unes avec les autres. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir faire des classes d'équivalence. On part toujours du même principe. On va commencer par la pièce numérotée 1, puis numérotée 2, etc. Donc dans la classe d'équivalence A, on a la pièce 1, le corps ici, avec la pièce 10 et la pièce 11, qui sont des centres de liaison, on les verra plus tard. Ces liaisons. La classe d'équivalence B, on a les deux roulettes ici, les deux galets plutôt, qui vont venir nous permettre de coller le tube ou d'accoler le tube à la roulette. Donc dans la classe B, on a le porte-galet et l'objet qui permet de serrer tout ça. Donc on a une vis ici, sûrement. La classe C, on a notre tige filetée, notre poignée. Donc notre tige filetée, c'est celle qui va nous permettre de faire avancer le porte-galet dans le corps. Après la classe D, avec les galets eux-mêmes. La classe 6 avec la roulette. Et en classe 7, on a cet objet en fait qui va nous permettre, une fois qu'on l'a fait pivoter, de venir donner une forme un peu plus arrondie ou un peu plus évasée plutôt au tube qu'on découpe. Donc c'est un objet qui sort et qui va nous servir d'outil secondaire dans le coupe-tube. Donc on a nos classes d'équivalence. Maintenant on se pose la question des liaisons. Donc comme ça à première vue on peut se dire qu'ici il y a une liaison entre les deux classes d'équivalence, qu'ici il y en a une autre, qu'on en a une ici, on en a une commune là, et on a une liaison ici. Quel type de liaison? On regarde toujours le contact, les degrés de liberté, et du coup on peut, grâce au tableau de cours, donc ce tableau-ci, on peut déterminer quel type de liaison. Donc dans le tableau ici j'ai répertorié les différentes liaisons. Entre A et B, on a donc entre A et B ici, entre A et B, on a un mouvement relatif qui est une translation. On n'a pas de rotation qui sont possibles. On n'a qu'une seule translation selon l'axe des X. Donc on a une liaison glissière. Entre A et C, ici, on a une liaison avec la possibilité de faire un mouvement de translation en X et un mouvement de rotation sur le même axe. Mais on est dans le cas d'une tige filetée. Donc les deux mouvements sont liés. Les deux degrés de liberté sont liés. On est dans une liaison hélicoïdale. Donc je vous rappelle, hein, la liaison hélicoïdale, c'est 2 degrés de liberté liés, alors que la liaison
la liaison pivot glissant, c'est 2 degrés de liberté, les mêmes, mais qui ne sont pas liés. Ensuite, entre B et C, ici, on a un appui-pas, on a cette pièce-là qui vient appuyer sur la deuxième. Donc on a un mouvement de rotation qui est possible autour de l'axe des X, et les mouvements en Y et en Z qui sont possibles aussi, les mouvements de translation en Z et en Y dans la profondeur. Après, donc si c'est bien un appui-plan, hein, encore une fois, on peut aller chercher dans le tableau. Si on a 3 degrés de liberté, 2 translations et une rotation, on est bien dans un appui-plan. Ensuite, entre A, E, B et D et A et F, ici, ici et ici, on voit qu'on a des liaisons pivots. C'est des liaisons pivots qui ont toujours le max, l'axe Y qui traverse la pièce en profondeur. Et du coup, c'est 3 liaisons pivots. Donc ce qu'on peut voir dans ce graphe dans cette détermination des liaisons, c'est que la pièce A elle est centrale et qu'elle a beaucoup de liaisons avec les autres. Au dernier TD, on avait vu qu'il y avait 3 classes d'équivalence et seulement 3 liaisons. Ici, on va avoir un peu plus de travail à faire dans le graphe des liaisons pour faire coexister tout ça. Donc, on a notre pièce A qui est centrale, ici, qui va former 4 liaisons. Donc, une glissière avec la B, une hélicoïdale avec les classes d'équivalence C, et 2 liaisons pivots avec les classes d'équivalence E et F. Donc, les 2 liaisons pivots ici. On a notre liaison glissière là et notre liaison hélicoïdale ici. Après, on a la pièce B, donc le porte-galet, qui est en liaison pivot avec les galets. Voilà à quoi ressemble le graphe d'équivalence. C'est la pièce A qui est centrale et on voit des multiples connexions. Dernière étape, il faut faire le diagramme des liaisons. Donc, encore une fois, on garde en tête qu'on a notre représentation ici. On a nos axes des liaisons qui sont définis. Donc ici, ici et ici, on a des liaisons pivots d'axe Y, et du coup on va le dessiner avec des vues de côté. On a ici une liaison glissière et ici une liaison hélicoïdale qu'on va représenter de face, et là une liaison appui-plan. D'ailleurs cette barre là devrait être marron pour être tout à fait exact dans mon schéma. Voilà.